Bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous hebdomadaires des présentations des mémoires d'actuariat. C'est Silvia Bucci, actuaire en tarification dommage aux biens chez AXA XL. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire d'actuariat qui concerne l'étude et l'implémentation des techniques d'analyse des sensibilités que j'ai réalisées quand j'étais consultante chez Adatis. Cette étude était appliquée à un produit assez particulier appelé Smart Home Pricing ou tarification à l'adresse qui utilise des données en granularité très fine, justement celle de l'adresse. L'idée du mémoire est de trouver un compromis entre les modèles de tarification traditionnels et des modèles un petit peu plus sophistiqués du machine learning. Je vais commencer par motiver les sujets, décrire ensuite la méthodologie qu'on a développée pour trouver un compromis entre ces deux types. Je vais ensuite parler du cas d'application des résultats et terminer avec les perspectives et répondre à éventuelles questions. Donc, les sujets ont été motivés par plusieurs constats sur les marchés de l'assurance. En particulier, on s'est rendu compte que dans les marchés de l'assurance habitation, depuis la dernière décennie, tous les organismes d'assurance ont la tendance à raffiner leurs tarifs. Et c'est manifesté au regard des questions posées dans les questionnaires en ligne. Aujourd'hui, en moyenne, il y a 19 questions et de plus en plus, ces questions sont plus spécifiques. On retrouve des questions traditionnelles comme l'âge, la profession, les types de résidences qui sont aussi des questions contractuelles, les types d'assurés, et des questions plus particulières comme la surface habitable, les nombres des pièces, les nombres d'étages, les antécédents de la sinistralité, des informations géographiques pour intégrer les risques géographiques dans les questions tarifaires, des questions plutôt commerciales pour pouvoir proposer une prime concurrentielle. Donc, dans ces contextes de raffinement tarifaire, d'optimisation tarifaire, nous avons placé l'analyse des sensibilités. Alors, l'analyse des sensibilités étudie comment la réponse d'un modèle d'une variable cible, par exemple la fréquence ou la sévérité, réagit si je varie, je perturbe mes entrées qui sont mes variables explicatives telles que l'âge, le type de résidence, etc. En général, cette technique nous permet de sophistiquer les modèles dans le sens où on les comprend mieux. Et ça permet aussi de vérifier s'ils adaptent euh, à représenter un phénomène. Dans cette étude en particulier, nous avons utilisé l'analyse des sensibilités pour comprendre les données parce que les modèles actuels peuvent ne pas être suffisants à capter la complexité. Complexité qui peut être exprimée par les nombres des variables explicatives. Aujourd'hui, facilement, on peut se retrouver face à un certain nombre de variables à utiliser dans l'équation tarifaire, mais aussi la qualité de ces variables qualitatives, catégorielles, numériques, mixtes. Détecter les interactions, c'est aussi une autre raison pour laquelle l'analyse des sensibilités a été appliquée. Les interactions ont été toujours un souci au niveau de la tarification parce qu'il est très difficile, c'est difficile de les capter. Et pour revenir en contexte plus général du raffinement tarifaire, hein, euh, trouver des interactions et perfectionner notre modèle permet aussi de proposer une prime plus juste et placer l'assureur dans le marché concurrentiel. D'autant plus que la loi Hamon favorise et rend plus simple la résiliation des contrats d'assurance. On a parlé des sophistications du modèle de tarification, mais c'est quelque chose qui était déjà abordé dans la littérature actuelle, avec la proposition des modèles des machine learning qui sont plus performantes en général. Mais alors, pourquoi on ne peut pas les utiliser ou dans des cas très rares, on peut les utiliser? Il y a essentiellement trois contraintes qui empêchent l'actuaire de faire recours à ces modèles. Il y a une contrainte d'interprétabilité parce que la structure prédictive des modèles plus sophistiqués n'est pas transparente. C'est-à-dire,
je délègue complètement la tâche des prédictions à une machine. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les moments où je donne mes variables explicatives et la sortie. En particulier, expliquer un algorithme est obligatoire par la loi. Et de plus, dans tous les organismes d'assurance, on aimerait bien comprendre pourquoi il y a une certaine différence entre deux profils de risque. Et cela, ce n'est pas possible avec ce type de modèle de tarification. Une contrainte éthique, parce que utiliser les machine learning pourrait amener à une hypersegmentation tarifaire. Et en particulier, cela peut se manifester comme des primes extrêmement élevées pour certains profils de risque. Et l'assureur perdrait un peu son rôle social, de faire de la solidarité parmi les assurés. Et enfin, une contrainte opérationnelle, parce qu'aujourd'hui, la plupart des organismes d'assurance travaillent avec les principes de la calculette. Une fois qu'on a annulé les impacts de chacune des variables explicatives qui ressortent des questionnaires des tarifications, les questionnaires des souscriptions, pardon, la prime sera justement la multiplication ou la somme de ces impacts. Les mémoires cherchent à répondre à la question: est-il possible de bénéficier des bonnes propriétés des modèles sophistiqués tout en dépassant ces trois contraintes d'interprétabilité éthique opérationnelle? En effet, si on devait placer l'ensemble des modèles de tarification dont on dispose sur un plan engendré par l'interprétabilité et la précision, on trouverait quoi? Les modèles linéaires, ce sont les modèles plus simples où les valeurs d'interprétabilité sont plus élevées. A contrario, les modèles plus sophistiqués, ici je marquais les arbres de décision, les forêts aléatoires, les gradients boosting, tous les modèles de boosting, perdraient en interprétabilité pour en gagner en précision. Alors là, les concepts de prédiction, c'est assez large, ça peut concerner l'erreur des prédictions, ce qu'on fait la plupart des fois, mais aussi la conception du risque géographique dans l'assurance habitation, par exemple. Alors, l'objectif est de trouver un modèle que j'appelais modèle target, qui a autant d'interprétabilité que de précision. Nous avons développé une méthodologie pour définir ces modèles en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons calibré deux types de modèles, un modèle dit traditionnel appelé benchmark et un modèle plus sophistiqué sur la fréquence et la sévérité indépendamment. Une fois que ces modèles ont été calibrés, on aimerait bien détecter la complexité introduite par ces modèles en utilisant l'analyse de la sensibilité. Et enfin, on a intégré cette information des complexités dans les modèles des benchmarks. Pourquoi on a choisi de l'intégrer dans le modèle des benchmarks? Parce que c'est un processus simple mis en place dans la plupart des organismes d'assurance qu'on ne veut pas modifier. Évidemment, il faut que cette information des complexités soit adaptable. Cela signifie qu'on doit chercher une information facile à ajouter dans l'équation tarifaire. Pour cela, on a décidé de limiter notre recherche aux interactions tarifaires, aux interactions entre deux variables, parce qu'il faudrait juste ajouter un terme supplémentaire à l'équation du modèle des benchmarks. Les modèles des benchmarks, un modèle assez diffusé en assurance, c'est les modèles linéaires généralisés qui jouent le rôle des modèles traditionnels. Alors, c'est un modèle qui hérite la structure linéaire des modèles linéaires et une des caractéristiques qui a aussi permis son succès est le fait que c'est interprétable et simple à mettre en place. Il est possible de reconduire une prédiction à une somme des impacts de chacune des variables explicatives. Donc, une fois que j'estime les coefficients de régression, et je peux transférer sous forme tabulaire les mécanismes de tarification. En particulier, je peux les transférer par exemple au département IT, à la souscription, et c'est simple aussi pour communiquer et mettre en place opérationnellement parlant. Toutefois, parmi ces limitations, il y a une limitation qui nous interpellait, et c'est l'effet que, pour quoi qu'il soit
la valeur prise par une autre variable, l'effet d'une variable est constant. Cela signifie par exemple que les comportements du type des résidences est constant, quoi qu'il soit la valeur prise par l'âge. Alors que dans la réalité, pourrait ne pas être le cas parce que les comportements des jeunes peuvent varier, par exemple, du centre-ville à la campagne. Et ça, c'est une limitation assez importante et on a décidé d'insister sur cette problématique pour voir ensuite si c'est possible de la dépasser. Donc, cette limitation qui est manque de complexité due au manque de l'effet croisé des deux variables dans l'équation tarifaire, aujourd'hui est pris en compte, disons, manuellement. On peut dépasser cette limite. Il y a deux best practices, une méthode que j'appelais naïve, tout le monde probablement a déjà essayé, c'est d'ajouter manuellement l'effet croisé entre deux variables et ensuite on mesure si l'ajout de cette interaction est significative à l'aide d'un test ou d'autres métriques d'évaluation, les C, les BC et d'autres métriques que vous préférez. Le problème est surtout un problème computationnel parce que même si on est dans la petite dimension, il faudrait tester des combinaisons à deux variables et pour être plutôt long en utilisant les méthodes classiques. Et ensuite, une autre problème pourrait être si on a mal ajusté notre modèle, c'est-à-dire on a utilisé en fonction des liens, en fonction des distributions pas correctes. Cela pourrait introduire des interactions qui n'existent pas et négliger des interactions entre des variables qui existent. Une deuxième méthode est l'analyse bivariée. C'est-à-dire, je vais observer si l'impact d'une variable est constante, quoi qu'elle soit la valeur prise par une autre variable. Alors, je représente ma variable cible sur deux dimensions. Ici, par exemple, j'ai représenté la fréquence de la sinistralité le long du nombre des pièces et du type d'assuré. En vert, les locataires, les propriétaires non occupants, et en violet, vous trouvez les propriétaires. Les barres en bleu représentent l'exposition au risque en année d'assurance pour nous rendre compte s'il y a une certaine volatilité ou il y a besoin, par exemple, de regrouper certaines catégories. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, l'impact du nombre de pièces 7 est beaucoup plus fort vis-à-vis de la fréquence pour les locataires que les propriétaires. Donc ça, c'est typiquement un exemple où on devrait faire une distinction tarifaire entre ces deux profils de risque. Autrement, s'il n'y avait pas d'interaction, on aurait ces deux lignes parallèles, comme c'est par exemple le cas entre un de nombre de pièces jusqu'à 6. C'est quelque chose qui peut résoudre les problèmes de la méthode naïve, mais encore, premièrement, on a un problème computationnel parce qu'on devrait tester toutes les combinaisons possibles. Et si on veut faire un filtre, c'est un filtre qui est piloté par la connaissance métier. On demande aux souscripteurs, ceux qui connaissent mieux le risque, de faire un filtre et de choisir des variables à sélectionner et à regarder de façon bivariée. Mais si on regarde des données innovatives dont on n'a pas vraiment une connaissance, au moins dans les mondes de l'assurance, comment on peut faire, on reste encore beaucoup limité. Donc, j'ai voulu représenter dans ces slides les risques qu'on commet, l'erreur qu'on commet si on n'intègre pas des interactions statistiques dans l'équation tarifaire, à l'aide d'une surface de réponse, qui est une surface engendrée par la variable cible et les variables explicatives. Donc ici, j'ai construit un très petit modèle constitué de l'âge, la distance du bâtiment les plus proches et la sévérité de la sinistralité. Et j'observe sur la surface de gauche que j'ai une tendance linéaire. Alors, j'ai enlevé
l'effet induit par la fonction des liens pour simplicité, est-ce qu'on remarque que cette structure linéaire pourrait ne pas être suffisante à capter la complexité des données que j'observe, qui ont plutôt, je dirais, une tendance parabolique. Alors, simplement en ajoutant cette interaction, sur la droite, on remarque que la surface des réponses est beaucoup mieux attachée aux données qu'il y a. Donc, l'effet d'ajouter cette interaction statistique a permis d'améliorer mon modèle. Donc, qu'est-ce que c'est une interaction statistique? Donc, par définition, c'est un impact simultané des deux variables sur une troisième variable, qui est une variable cible. Quand l'impact d'une variable explicative sur la réponse n'est pas constante, mais dépend de la valeur prise par une autre variable. Au vu de cette limitation, on s'est posé la question, est-ce que il y a d'autres modèles qui prennent en compte les interactions? On allait chercher dans les modèles plus sophistiqués. J'en ai considéré 3, l'arbre des régressions des classifications, la fraude aléatoire et l'extrême gradient boosting, un modèle de boosting où on utilise en termes de régularisation en plus. Donc on s'est posé la question, est-ce que déjà il est possible de comprendre ces algorithmes, et deux, est-ce qu'ils ajoutent des interactions? Alors en partant par ordre des complexités, le premier modèle qu'on a considéré, c'est le modèle l'arbre des régressions. Donc l'arbre des régressions, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la base d'apprentissage et la divise en partitions de plus en plus fines. J'ai défini ce modèle semi-boîte noire parce qu'en réalité, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir de la racine, je réparcours tous les partitionnements de l'algorithme, où à chaque partition, l'algorithme choisit une variable et un seuil et divise la population en deux. Et jusqu'à arriver à la dernière partition, qui est représentée par les notes fixes, où j'ai mes profils de risque type. Les interactions en particulier seront prises en croisant les branches et les branches de l'arbre. Les deux modèles suivants, la forêt aléatoire et les gradients boosting, sont des modèles d'agrégation des prédicteurs. La forêt aléatoire agrège les arbres de régression et utilise une moyenne ou les votes à la majorité pour donner la prédiction finale. Et les gradients boosting, l'extrême gradient boosting, agrège des prédicteurs, pas forcément des arbres, de façon itérative. À chaque itération, il donne plus de poids aux observations mal ajustées. Donc, du fait qu'ils agrègent des prédictions, on s'attend que la précision, l'erreur des prédictions, soit plus faible. Donc, la précision augmente. Par contre, on perd d'interprétabilité et on ne satisfait pas nos souhaits de dépasser les contraintes éthiques et opérationnelles. Parce qu'on ne peut pas expliquer l'écart des primes et on pourrait se retrouver avec des primes extrêmement élevées et c'est aussi très difficile à mettre en place par rapport à un modèle GLM. Alors, on a décidé d'appliquer cette méthodologie à l'aide de l'analyse des sensibilités pour détecter la complexité de ces modèles. On a utilisé les indices de Sobol, qui sont tirés probablement de l'analyse de la sensibilité, qui quantifient la contribution d'un groupe de variables, ici en particulier deux variables, sur la variance de mon modèle. Les interactions chaque, quant à eux, elles quantifient l'importance des interactions vis-à-vis d'une prédiction, de la prédiction, non pas de la variance. On va commencer à décrire les indices de Sobol. Alors, les indices de Sobol se basent sur la décomposition fonctionnelle de la variance d'un modèle, d'une sortie. En effet, il est possible de décomposer la variance par la somme d'autant d'éléments que des sous-ensembles de l'espace des variables. En particulier, chaque élément représente combien la variance déclarée si on observe cette variable en particulier en groupe de variables. Il est possible de distinguer deux types de contributions. Donc, une contribution appelée effet principal, due au fait qu'on ajoute les variables celles dans notre modèle, et une contribution due aux interactions, c'est-à-dire au fait qu'on ajoute dans les modèles 2, 3 jusqu'à k variables en même temps.
Et donc ces contributions, ces contributions elles représentent les interactions vis-à-vis de la variance. On a un autre avantage à utiliser cette décomposition, c'est qu'en normalisant par la variance totale, je peux obtenir des indices dont la somme est 1. Donc en particulier, plus les indices des contributions à la variance se rapprochent des 1, plus les groupes de variables est important vis-à-vis de la variance. Il y a une autre notion qui est très intéressante, qui est l'indice total, où je peux définir une contribution générale de ma variable en additionnant les termes, les indices des symboles dus à l'effet principal, donc au fait que j'ajoute juste une variable, et les interactions. Donc, on définit les indices des symboles aussi par rapport au nombre de variables par rapport aux conditions. Donc, les effets principaux seront appelés indices des symboles d'ordre 1 et les indices d'interaction seront les indices de bol de deuxième ou troisième ordre, etc. Jusqu'au nombre de variables où on veut trouver la contribution. Dans le cadre de notre méthodologie de raffinement tarifaire, donc une fois qu'on a modélisé, on a calibré nos modèles sophistiqués, on va quantifier ces indices de sous-vol, on va les estimer. Mais on a un problème encore computationnel parce qu'on devrait considérer tous les sous-ensembles, autant d'indices de sous-vol que les sous-ensembles possibles des variables, et ça pourrait ne pas être négligé. Alors, il y a un petit escamotage. On peut calculer l'indice des sous-vols total, qui représente toute la contribution d'une variable, et l'indice des sous-vols d'ordre 1. Si ces deux indices sont proches, ça signifie que la contribution d'une variable est principalement due au fait qu'on ajoute la variable toute seule, donc il n'y a pas d'interactions ou les interactions sont très négligeables. Et on peut aussi enlever toutes les variables où l'interaction est très petite. C'est ce que je montre dans ces bar charts ici. La variable xn-1, par exemple, a une contribution due au fait qu'on ajoute cette variable toute seule beaucoup plus élevée que l'effet d'interaction. Et l'effet d'interaction est très moindre, donc on a décidé de ne pas calculer ces indices des sous-vols. On s'est restreint ensuite aux indices des sous-vols d'ordre 2, donc on a voulu ajouter qu'une interaction à deux variables, une complexité qui était déjà assez bien pour l'objectif d'optimisation tarifaire. Et les risques d'ailleurs d'ajouter, de complexifier notre modèle de départ avec d'indices des sous-vols d'ordre supérieur et qu'on vérifie, on surapprend les modèles de tarification. Et donc, en particulier, on s'attache trop aux données d'apprentissage et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc, une fois qu'on a effectué ces premiers filtres sur les indices d'ordre 2 à calculer, nous avons calculé en utilisant des estimateurs et on a effectué une deuxième phase des tri. On a enlevé toutes les interactions, disons, faibles, comprises en 1% et 2%. En dessous, pardon, des 1% ou 2% selon les modèles qu'on a calibrés. Et c'est là parce que, en fait, on risque de propager l'erreur des prédictions des modèles des machine learning, donc considérer des interactions artificielles qui ne sont pas du tout des vraies interactions et encore de réduire l'erreur des surapprentissages, les risques de surapprentissage ou overfitting. Donc, l'intérêt de cette méthodologie est qu'on peut la généraliser à n'importe quel modèle des prédictions, en particulier aux modèles sophistiqués, dit aussi modèles black box ou des types boîte noire, du fait qu'ils ne sont pas interprétables. Mais il y a d'autres approches pour pouvoir quantifier l'importance des variables vis-à-vis d'une quantité d'intérêt. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est réduire en structure additive. Et c'est très important parce que la structure additive est simple, facile à mettre en place et interprétable. Et c'est aussi d'ailleurs les succès des modèles des GLM.
Donc, pour résumer, aujourd'hui, on a des caractéristiques de l'assuré, donc les questionnaires des souscriptions, et on cherche à modéliser la fréquence et la sévérité de leur sinistralité. Mais les données pourraient être plus complexe du fait on a plus de données qu'avant aujourd'hui. Mais les modèles traditionnels, les modèles GLM pourraient ne pas être suffisants à capter cette complexité. Alors, on s'est réduit en structure additive. Donc, avec l'analyse des soboles, on a décomposé la variance, mais il y a une autre approche qui décompose la prédiction. Et cette approche vient de la théorie des jeux et l'approche qui utilise la valeur chat. Il me dit que je peux décomposer une prédiction d'une observation par un effet moyen et la somme des poids où chaque poids représente la contribution d'une variable explicative. Donc pour définir la valeur d'échappe, imaginons les problèmes de la sinistralité comme un jeu. Un jeu où mes variables explicatives sont des joueurs qui peuvent collaborer pour réaliser un gain qui dépend de la prédiction. J'aimerais bien attribuer une importance à chacune de ces variables, à chacun de ces joueurs, mais j'ai une spécificité. C'est-à-dire que l'importance, le rôle d'une variable dépend de la coalition que cette variable intègre. Donc, tout d'abord, il faudrait définir un gain de coalition et ensuite, à l'intérieur de ces gains, définir les rôles de ces variables. Alors, c'est quoi un gain raisonnable qu'on peut associer en coalition des joueurs, en coalition des variables? C'est l'écart à la moyenne. Cela signifie, par exemple, que j'aimerais bien savoir où je me positionne si j'observe mon individu qui a 20 ans et il n'a pas de cheminée dans sa maison. Est-ce que je me place en dessous ou au-dessous de la moyenne? Et cet écart représente les gains que cette coalition engendre. Une fois que j'ai les gains du fait que j'observe ces deux variables, j'aimerais bien isoler par exemple l'effet induit par l'âge, par l'effet que mon individu est là il y a 20 ans, et c'est simplement la différence entre les gains de la coalition avec et sans cette variable. Maintenant, j'aimerais bien généraliser l'importance de l'âge sur toutes les coalitions que l'âge peut intégrer. Et cette moyenne pondérée par rapport à la probabilité d'intégrer une coalition est dite valeur Sharpe. Valeur Sharpe qui a d'ailleurs un cadre théorique assez important, que c'est celui de la théorie des jeux, qui lui confère aussi un certain nombre de propriétés souhaitables. Mais la propriété qui nous intéresse le plus, c'est probablement la précision locale, selon laquelle je peux décomposer ma valeur prédite par l'effet moyen plus la somme des impacts, donc de la valeur chaque de chacune des variables. En particulier, j'aimerais bien vous montrer cet exemple-là où il y avait un modèle de sévérité où la moyenne était à 1500 € environ. Et pour cette variable, cette observation en particulier, on aimerait bien attribuer l'importance à chacune de ces variables. Donc, les variables en bleu sont des variables qui ont une valeur chaque négative, c'est-à-dire les variables qui amènent la prédiction pour cette observation en particulier vers les bas. À l'inverse, les variables en rouge sont des variables qui ont la valeur d'échappe positive, qui amènent la prédiction vers les hauts. Donc ça, c'est une propriété très importante parce que ça nous permet d'expliquer observation par observation, c'est quoi les impacts de chacune des variables. À la différence de l'analyse des sensibilités, l'approche SHAP est locale. Local signifie qu'il est valable observation par observation, alors que grâce à l'analyse des sensibilités, on avait un indice global sur l'ensemble du portefeuille. Maintenant, on peut étendre cette notion des valeurs SHAP comme contribution d'une variable en particulier dans la prédiction à l'importance d'un couple de variables ou d'interaction. Donc,
l'interaction SHAP entre deux variables xj et xj pour un individu et la moyenne pondérée des contributions marginales du couple dans les collections dans lesquelles elle rentre. Signifie que l'interaction SHAP est la partie de la valeur SHAP qui est induite par l'effet de prendre en compte dans mon modèle deux variables en particulier. Étant la valeur SHAP et l'interaction SHAP une approche locale, il peut être compliqué de généraliser, des interactions et c'est ce que je vais faire pour ajouter de la complexité à mon modèle. Donc, on a représenté les interactions SHAP sur deux dimensions, qui sont les deux dimensions en interaction qu'on va tester. On l'a représenté sur un graphique. Par exemple, ici, je montrais l'interaction SHAP entre la valeur de la maison et l'âge occupant. L'âge de l'occupant, et ce qu'on remarque est que l'effet de l'âge de l'occupant n'est pas constant dans le long de la valeur de la maison. On peut reconnaître d'ailleurs des tendances, par exemple, que des profils seniors que je représente ici par des points plutôt en violet, ont une valeur d'interaction SHAP positive, donc amènerait la prédiction vers le haut, alors que lorsque l'âge de l'occupant est faible, donc pour des profils juniors, la valeur SHAP est négative. Lorsque la valeur de la maison, on va dire, est inférieure à 5. Pour des petites valeurs de maison, les comportements des profils seniors et des profils jeunes est différent et opposé. Parce qu'un amène l'observation, la prédiction vers le haut, et l'autre amène la prédiction vers le bas. Donc, nous avons proposé cette approche-ci pour intégrer ces interactions dans les modèles des tarifications finales, c'est-à-dire de segmenter les domaines des définitions, de sorte à prendre en compte et les interactions, mais aussi éventuelles tendances observées et captées par les modèles sophistiqués des observations. Pour résumer les deux approches, on peut dire que tout d'abord, les indices des Sobol sont basés sur la variance totale. Donc, je vais décomposer comme quantité d'intérêt la variance, selon les contributions de chacune des variables, en particulier de chacune des interactions. Les indices SHAP sont des indices basés sur la décomposition de la prédiction. Les indices des Sobol ont une approche globale, donc ils nous donnent l'importance sur tous les portefeuilles, alors que les indices SHAP nous donnent une approche locale qui vaut observation par observation. Les indices des Sobol sont très intéressants parce qu'il est possible, grâce à la normalisation par la variance totale, d'obtenir des indices qui sont marrants, donc en particulier plus un indice est élevé, plus les groupes de variables contribuent à la variance. Les indices des SHAP nous offrent une façon d'expliquer pourquoi un account en particulier, c'est un écart de la moyenne et expliquer cet écart par la contribution de chacune des variables. Une fois que nous avons quantifié les indices des Sobol, les indices d'interaction SHAP, nous les avons ajoutés à un autre modèle de benchmark, donc les GLM des départs. Et nous avons décidé d'ajouter, pour représenter la complexité induite par les modèles de machine learning, une complexité polynomiale avec les indices des Sobol, parce que justement, étant des indices globaux, il est très difficile de comprendre la nature de la complexité. Donc on s'est dit qu'une première complexification peut être induite par un polynôme d'ordre 2. Les indices d'échappe et les indices et les interactions captées par l'arbre des régressions et classifications, quant à elles segmentent les domaines des définitions des deux variables. Donc, nous avons intégré dans les modèles des départs à travers des fonctions indicatrices. Ce qu'on remarque, qu'en ajoutant toutes ces interactions, la surface des réponses est beaucoup plus segmentée et plus complexe qu'avant, mais les processus de tarification resteraient les mêmes.
Je vais passer maintenant à l'application, à la tarification à l'adresse, qui est un projet ambitieux mené par les cabinets de conseil Adatis et la startup Neymar. Donc, la tarification à l'adresse, c'est une tarification qui prend en compte beaucoup de variables, environ 300 variables qui nécessitent la géolocalisation des biens assurés à l'adresse et même au bâtiment assuré. Parmi les variables innovatives de cette tarification, il y a les matériaux du toit, les Velux, la présence des panneaux solaires et aussi une variable très intéressante qui est la présence de végétation. Il y a des variables intéressantes aussi au niveau du logement, comme par exemple la période de construction et la surface et la longueur de la mitoyenneté. Il y a beaucoup d'autres variables innovatives sur l'adresse, la météo et des données démographiques qui sont assez bien expliquées dans les mémoires. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'était pas les cœurs du mémoire, mais c'était plutôt la méthodologie. Les périmètres dont on s'est restreint pour cette étude et ces cas d'application, c'est les maisons individuelles en France, métropolitaine hors la région Corse, et on s'est limité aussi à la sinistralité attritionnelle. On a décidé d'étudier la garantie dégâts des eaux, mais en d'étendre cette méthodologie à n'importe quel modèle de tarification. Alors, c'est un cadre d'étude très intéressant pour cette méthodologie parce que c'était un premier cas où la dimension était grande. On avait environ 300 variables. En particulier, avec 300 variables, c'est très difficile détecter les interactions à l'aide de la méthode naïve, donc en ajoutant deux par deux les interactions, tester la significativité, et aussi l'analyse bivariée est très limitée parce qu'il y a la plupart des fois des variables innovatives qu'on n'a jamais utilisées auparavant. Et un dernier point pour lequel il était très important d'appliquer l'analyse de sensibilité, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui pour les raffinements tarifaires à utiliser du machine learning. Il suffit de penser par exemple à comment on capte les risques géographiques. Ce que je montre ici, c'est que la prédiction avec un extreme gradient boosting est beaucoup plus lissée géographiquement parlant que les prédictions du GLM. Je vais conclure avec maintenant les résultats. On a construit plusieurs modèles en ajoutant des interactions. Donc, mais au-delà de l'apport, disons, technique que ces interactions engendrent dans nos modèles de tarification, c'est aussi important de pouvoir classifier les modèles de tarification selon les types, selon l'apport que ces interactions ont. Par exemple, est-ce que je vais ajouter une complexité locale ou globale? Alors, si je vais par exemple juste améliorer mon modèle de tarification, je serai plutôt amenée à utiliser des interactions des SOBOL parce qu'elles représentent des interactions sur tous les portefeuilles. Si je vais prendre en compte des profils de risque en particulier, il suffit de penser, je vais par exemple ajouter une nouvelle formule qui croise la valeur de la maison et l'âge, les profils seniors dans la grande ville, par exemple, je serais plutôt amenée à choisir des interactions euh, des portées locales. Donc, soit CHAP, si je vais en cadre théorique de la théorie des jeux, ou selon l'algorithme glouton, et je vais utiliser les interactions intégrées par l'arbre des régressions. Donc, on a ajouté beaucoup d'interactions, à peu près une vingtaine d'interactions dans les modèles de tarification. Ils ont tous un apport technique très varié. Je vais peut-être glisser sur chacune des modèles et leurs interactions pour pouvoir répondre à vos questions. Je vais juste montrer les derniers modèles qui est les modèles des primes pures. Donc, on a ensuite aussi agrégé les modèles des fréquences et des sévérités. C'est qu'on montre que les interactions CHAP de l'XGBoost sont en général beaucoup plus fortes que les interactions CHAP avec la forêt aléatoire.
les modèles qui utilisent les interactions SHAP-XGBoost en fréquence et toutes les interactions, que ce soit les cartes ou les indices de Sobol sur la sévérité, sont les modèles qui nous donnent une performance technique vis-à-vis de l'erreur des prédictions meilleure. Les interactions SHAP sur la forêt aléatoire en fréquence avec toutes les interactions sur la sévérité nous donnent les modèles qui ont un indice de Gini plus fort, ou l'indice de Gini utilisé pour mesurer les degrés de discrimination du modèle. Et enfin, les interactions sur la fréquence carte avec toutes les interactions sur la sévérité nous donnent un coefficient des prédictions supérieures, les Q2, qui est un R2, mais basé sur la base des tests. Donc les avantages, pour résumer, de cette méthodologie sont plusieurs. Des avantages dus au fait qu'il est possible d'appliquer à tout modèle prédictif, parce qu'on n'a pas d'hypothèse stricte à faire sur la régularité du modèle, ce qui était le cas par exemple sur les GLM. Ensuite, on a voulu appliquer cette méthodologie sur les pricing, mais on peut aussi envisager de l'appliquer à d'autres domaines que la tarification, par exemple sur la stratégie d'entreprise, en utilisant les indices de Sobol et les valeurs SHAP et les interactions SHAP, qui permettent d'expliquer l'écart à la moyenne d'un portefeuille. Du point de vue technique, on a voulu utiliser ces deux méthodes, Sobol et SHAP, parce qu'elles sont complémentaires. L'une est globale, l'autre est locale, et aussi pour conférer plus de robustesse aux estimateurs. Donc, en conclusion, on a pu exploiter une classe plus ample des modèles de tarification sans forcément renoncer au modèle de tarification traditionnel des GLR. Au niveau des perspectives, c'était un travail assez long, a pris beaucoup de temps, mais il y a aussi pas mal de limitations. Donc, comme je disais avant dans la section, comment on intègre les interactions dans le modèle final, on n'a pas pu explorer la nature de la complexité. Au regard des tendances, des trends sur les interactions SHAP, on aurait pu ajouter des fonctions plus complexes que la fonction indicatrice, mais on n'avait pas de temps et ça avait déjà pris énormément de temps le développement de la méthodologie. Puis la validation métier, quand j'ai dit validation métier, c'est plutôt avoir un feedback de la part, par exemple, du département de la souscription ou des sinistres et avoir une point de vue business. On se restreint à la sinistralité attritionnelle, mais ce serait vraiment intéressant de pouvoir effectuer ces travaux sur la sinistralité grave et ensuite aussi appliquer cette méthodologie aux lignes commerciales. On a plutôt la tendance d'appliquer ces modèles plus sophistiqués aux personal lines, en assurance auto, en assurance habitation, mais peut-être qu'il y a d'autres insights qui peuvent être intéressant pour ces lignes-ci. En conclusion, l'intérêt principal de ces techniques d'analyse de sensibilité dans la modélisation de la prime pure est de pouvoir ajouter de la complexité tout en gardant une structure simple, interprétable, qui est tout à fait adaptable aux organismes d'assurance, de tout type d'organismes d'assurance. On a tout d'abord détecté les interactions des modèles black box, un modèle plus sophistiqué, à l'aide des indices de Sobol tirés de l'analyse des sensibilités et des indices d'interaction SHAP tirés de la théorie EDG des plus récents Explainable Artificial Intelligence. Ensuite, nous avons intégré la complexité de ces modèles détectés localement et globalement en ajoutant des termes polynomiaux dans les modèles des GLM de départ. Et on a remarqué un gain technique assez encourageant, jusqu'à 17% sur les métriques d'évaluation des modèles classiques. Merci beaucoup de l'attention. La présentation est finie. Je vais regarder les questions.
Alors, si on compare les différents modèles de prédiction utilisés, lesquels est les plus efficaces et selon quels critères? Donc, je pense que j'ai dû un peu répondre avec cet arbre de classification de décision ici. Donc, ça dépend de la stratégie tarifaire qu'on veut mettre en place, selon mon point de vue. Donc, on utiliserait plutôt pour un gain technique vis-à-vis de l'erreur des prédictions, les indices des Sobol. Alors que si on veut utiliser des nouveaux profils des risques peut-être pour créer des nouvelles formules, à mon avis, l'approche SHAP est plus pertinente. Ensuite, en général, pour ce qu'on a pu voir sur ces portefeuilles en particulier, j'ai remarqué que les interactions XGBoost sont plus fortes que les autres modèles. Donc, encore pourrait améliorer la qualité de votre modèle, mais ce que je conseille toujours est de vérifier, d'échanger avec d'autres départements pour voir surtout si les interactions peuvent être intégrées dans les modèles de départ et ils créent pas beaucoup, on va dire, de discrimination entre les clients. Alors, les variables d'entrée, oui, on fait la question que j'ai dit, les variables d'entrée étaient-elles toujours indépendantes lorsque vous utilisez les indices des SOBA? Donc, on a fait cette assumption que les variables sont dépendantes. Il y a pas beaucoup d'hypothèses à faire pour Sobol échappe, mais une de cette hypothèse est justement l'indépendance des variables. Il y a euh, il y a d'autres estimations, les indices des Sobol et les indices des Sharpe, qui prennent en compte la dépendance, qui se base notamment sur les concepts des copulses et les estimateurs sont assez récents, au moins pour Sharpe. J'ai vu des documents sortis en décembre 2021. Donc, pour répondre à votre question, on a fait l'assumption de l'indépendance des variables. Merci, Kwang. Alors, j'ai une question intéressante sur les temps de calcul des interactions SHAP. Alors, il y a trois types d'estimateurs qu'on a challengés. Les estimateurs à Monte Carlo, des estimateurs qui utilisent l'estimation kernel SHAP et l'estimation tree-based qui sont implémentés sous R et sous Python. Il y a des problèmes de calcul. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, avec Monte Carlo, cela m'a pris à peu près 20 minutes pour calculer les interactions SHAP avec une vingtaine de variables. Mais en utilisant les autres deux estimateurs, en kernel SHAP et tree-based, normalement, les temps est beaucoup plus réduit. Alors, comment les valeurs SHAP ont-elles utilisées pour identifier l'interaction âge-valeur de la maison? C'était les graphiques que j'avais montrés tout à l'heure. Donc, ce qu'on remarquait, c'est qu'il y a des comportements différents selon la combinaison de l'âge et de la valeur de la maison. Donc, d'un côté, on quantifie point par point l'apport de cette combinaison sur la prédiction, mais on peut aussi distinguer des comportements différents, en particulier où la valeur d'échappe est positive et la valeur d'interaction chape est positive et où U est négative pour donner un raffinement tarifaire plus élevé. Ah, j'ai une question sur l'ASSO. Alors oui, l'ASSO peut être utilisé pour détecter des interactions. On n'a pas pris en compte cette méthodologie-là.
on a voulu privilégier les approches plus récentes des SOBOL et de l'explainable artificial intelligence, mais c'est tout à fait, on va prendre en considération. J'ai une question sur la tarification à l'adresse, s'il y a des contrôles en amont sur la validité des adresses. Oui, j'ai pas parlé de ça, mais avant de pouvoir appliquer la méthodologie, il y a une grande partie des manipulations des données et application des filtres, des filtres pour s'assurer qu'il y a un bon matching entre les adresses et les autres variables. Et une partie de ces contrôles ont été faits directement par les data providers, mais une autre partie était faite par les actuaires. Alors, les modèles, les meilleurs modèles, meilleur génie, celui avec un SHAP Random Forest, donc P d'interaction, alors des interactions, pas P d'interaction moins fortes. Alors, il y a une estimation de l'apport de ces nouvelles variables et comment cette mesure s'opère-t-elle? Alors, il faudrait y avoir une mesuration générale, surtout pour chat, parce que chat est une approche locale. On ne s'est pas occupé de comment on peut agréger et avoir une importance globale des chats, mais c'est tout à fait envisageable et c'est aussi dans les perspectives. Et pour l'apport des nouvelles variables, moi, j'ai conseillé aussi de faire une validation métier. Alors, au niveau des outils, j'ai utilisé R et Python. Pour les modèles XGBoost, il y a un package qui résume, qui permet de calculer les indices des SHAP, les indices d'interaction SHAP. Et pour Sobol, il y a la librairie Sensitivity que j'ai utilisée. Et il y a toutes les références sur les mémoires. Il y a d'autres librairies que j'ai utilisées, mais je n'ai pas souvenir. Merci, Médéric. Je suis une autre question d'une problématique que j'ai trouvée moi aussi pour offsetter les XGBoost. Alors, il est possible d'offsetter les XGBoost. Par contre, vous devez calculer vous-même. Il n'y a pas d'algorithme en ce moment, au moins sous R, qui permet de calculer les indices SHAP et d'interaction SHAP pour des modèles offsetés. Mais il n'est pas compliqué d'implémenter ces types d'algorithmes. La différence est que ça pourrait vous prendre un peu de temps, plus de temps que les algorithmes optimisés par XGBoost. Merci. Ok, je vais répondre un petit peu plus en détail pour l'interaction à maison. En général, on devrait regarder couple des variables par couple des variables et se retrouver un peu dans la même problématique de l'analyse bivariée, si vous voulez. La différence par rapport, par exemple, à l'analyse bivariée, que là, on isole l'effet d'interaction. Après, on n'a pas regardé toutes les interactions. En fait, on a d'abord calculé les estimateurs et on a classifié, on va dire, par l'intensité moyenne l'interaction. Et on a regardé, par exemple, une vingtaine des combinaisons des variables en utilisant un indice global qui peut être la moyenne
des interactions absolues sur tous les portefeuilles. Une autre limitation du XGBoost, moi aussi j'ai dû catégoriser les variables qualitatives en variables binaires. Donc, je suis en train de travailler sur ça, comment trouver un indice d'interaction générale pour les variables catégorielles. On pourrait par exemple penser aux interactions, aux indices, en moyenne des indices par variable catégorielle par rapport ça dépendra de votre profil de risque, de votre portefeuille, pardon, mais ça pourrait être par exemple par rapport, pondération par rapport à la somme assurée ou l'exposition au risque. Mais aujourd'hui, j'ai pas, enfin, au moins dans les mémoires, j'avais pas trouvé une solution rapide. Merci Laurent. Et je pense que j'ai répondu. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. J'en profite pour remercier l'Institut des actuaires, les cabinets avec lesquels j'ai pu collaborer, j'ai eu la chance de collaborer à Datis, et aussi la Fondation SCORE qui a primé ces travaux. Et merci à vous pour l'attention.